n'allions pas jusqu'à 10 ou 15 minutes, ceux qui ont l'habitude à Paris. Merci de gagner vos sièges, de vous approcher le plus possible de l'estrade, car il n'y a rien de pire pour les intervenants que des trous dans l'assistance. Rapprochez-vous, mesdames, messieurs. Je me présenterai ensuite. Merci d'accueillir Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, et Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire et du département Loire-Atlantique. Merci de me rejoindre. Ah ben voilà, vous êtes là. Madame Roland, c'est à vous. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, très heureuse et honorée d'ouvrir ce matin chez nous à Nantes la 2e édition des Assises territoriales de l'agroécologie et de l'alimentation durable. Si avec mon équipe que je salue, nous sommes fiers de vous accueillir à Nantes, je ne doute pas que vous apprécierez à la fois de découvrir quelques-unes de nos réalisations en matière d'agroécologie, dans la ville, dans sa périphérie, mais aussi de rencontrer nombre d'acteurs de terrain. Je veux ici les saluer et les remercier chaleureusement pour leur engagement, qui travaillent avec nous sur ces projets, tout en profitant, je le souhaite, je vous le souhaite, d'un plaisir de recevoir où la qualité de l'alimentation et la gastronomie jouent un rôle important. Je voudrais d'abord souligner le vrai succès de cette édition en termes de mobilisation, puisqu'après la réussite de la première édition de ces assises à Montpellier, je salue une des vice-présidentes de la métropole de Montpellier que j'ai vue en arrivant, nous sommes cette année plus de 800 inscrits pour ce temps de travail, de rencontres, de réflexion, de partage d'initiatives importants. Cela témoigne tout simplement de la formidable dynamique qui porte l'engagement de nos collectivités dans leur diversité en faveur de l'agriculture, en faveur d'une alimentation plus durable. Cet engagement croissant, il se concrétise par de dizaines d'initiatives qui ont commencé à changer, au sens premier du terme, le paysage de nos territoires. D'abord mobilisés sur une responsabilité essentielle qui est la nôtre historiquement et que nos collectivités ont en partage. Je pense évidemment à la restauration scolaire. Les actions touchent aujourd'hui un spectre beaucoup plus large. Elles installent des agriculteurs en cœur ou en périphérie des agglomérations. Elles inscrivent les questions alimentaires dans leur politique d'urbanisme. Elles promeuvent l'agroécologie ou l'agroforesterie pour aménager la ville et la rendre plus vivable. Elles en font un véritable levier pour retisser des liens entre territoires urbains et territoires ruraux. Plus largement, l'agriculture et l'alimentation s'imposent comme un vecteur de qualité de vie sur nos territoires, mais aussi comme un véritable atout de résilience face aux urgences climatiques et sociales. Je crois qu'après l'été que nous avons traversé collectivement, chacun le mesure. Il y a urgence, vraiment, profondément, sans attendre, sans désespérance non plus, sans céder à la fatalité qui consisterait à dire que rien n'est possible et que, au contraire, oui, si nous en avons le bon niveau d'ambition et de détermination, il y a un chemin à imaginer collectivement. Alors l'urgence climatique, d'abord, je le disais, cet été est devenu une forme d'évidence, avec ces événements de canicule et de sécheresse qui nous ont bousculés, avec des dérèglements qui se concrétisent de manière plus tangible encore. Si cette terrible actualité a permis une prise de conscience, parfois tardive, chez quelques-uns de nos collègues, je le regrette, on peut néanmoins se dire qu'il y a là un point d'appui pour avancer désormais avec plus d'ambition et de détermination. À Nantes, nous faisons partie, je fais partie de celles et ceux qui affirment que notre société est à l'heure d'une bifurcation, une véritable bifurcation. Depuis plus de 50 ans,
Les scientifiques nous appellent sans relâche à changer de modèle. Preuve à l'appui, explicitation à l'appui. Je crois que c'est notre responsabilité de le faire vraiment, de le faire simplement, de le faire clairement. Alors, dans le droit fil de l'engagement de nombre de villes et collectivités internationales au moment, par exemple, du pacte de Milan ou des accords de Glasgow, de la COP26 en 2020, il nous faut reconnaître d'abord le diagnostic. Et en ce qui nous concerne ce matin, le fait que le système alimentaire représente de 20 à 37% des gaz à effet de serre liés aux activités humaines. Et donc appelé clairement, radicalement, à réduire ces émissions. Oui, nos systèmes alimentaires contribuent à l'urgence climatique. Nous allons donc devoir les réformer pour affronter les grands défis que constituent le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité. Avec les scientifiques, les collectivités locales sont nombreuses à s'engager pour développer des politiques alimentaires durables et appellent les États à placer l'alimentation et l'agriculture au cœur de la réponse mondiale pour l'urgence climatique. Nous devons absolument avoir confiance et avoir conscience que seule une approche globale infléchira les trajectoires actuelles et protégera en particulier les populations les plus aisées. Parce que je veux débuter ce matin les moins aisés, bien évidemment. C'était pour voir si tout le monde était réveillé. Comme j'ai vu qu'il y avait des retardataires, il fallait m'assurer de votre attention. Eh bien, ça tombe très bien que j'ai requis désormais toute votre attention parce que je veux évoquer là un tien qui me pointe particulièrement à cœur. Ces plus fragiles, en réalité, ils sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique. Mais ils sont en revanche les premiers à en subir les conséquences, en termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité de vie, en termes de santé. Monsieur le préfet, comme maire, je n'ai jamais vécu une rentrée où, à ce point, je reçois alertes, courriers, témoignages de Nantaises et de Nantais, et je dois le dire encore plus souvent de Nantaises, qui me disent « Madame la maire, pour la première fois de ma vie, quand je fais les courses et que dans le même mois, je dois acheter les fournitures scolaires pour les enfants et remplir le frigo, eh bien, je dois faire en 2 fois, une fois pour le mois de septembre, une fois pour le mois d'octobre pour les fournitures, parce que sinon, je dois aller trop loin sur la manière dont je rogne sur mon budget alimentation. » Je crois que cette alerte du pouvoir d'achat, ces conséquences en termes d'alimentation, nous devons tous l'entendre avec l'acuité avec laquelle elle est, nous le savons tous, exprimée. Parce que oui, évidemment, l'urgence sociale va de pair avec l'urgence climatique. C'est une évidence redoutable quand on parle d'agriculture et singulièrement d'alimentation. À l'échelle internationale, avec des pénuries alimentaires, par exemple en Amérique du Sud, à Madagascar ou dans le bassin méditerranéen. À l'échelle de notre pays aussi, où 5 millions de Français, je le rappelle, dépendent de l'aide alimentaire, où la guerre en Ukraine entraîne une flambée des prix dans les caddies des ménages. Car nous dépendons évidemment très largement de nos liens internationaux, important plus de 20% de notre alimentation, alors même que le tissu historique de notre agriculture paysanne se rétrécit, affaiblissement par là même notre autonomie alimentaire. Alors on doit avoir la belle ambition de manger mieux, de manger plus sain et plus équilibré. Mais quand les prix des denrées alimentaires explosent et les transforment parfois quasiment, pour certaines et certains d'entre nous, en produits de luxe, comment faire en sorte que les moins aisés ne soient pas contraints d'arbitrer en faveur de modes d'alimentation et de produits dégradés, jusqu'à la malbouffe, jusqu'à la junk food. Oui, nous devons avoir une claire conscience de ces réalités et je sais que vous tous, qui travaillez dans la diversité des territoires de notre pays, mettez votre professionnalisme, votre engagement à trouver des solutions. Parce qu'à Nantes, s'il y a une chose que nous avons en partage, c'est de se dire que sur ces sujets, des solutions sont possibles. Des solutions qui passent par des initiatives joyeuses, par des initiatives désirables, par des initiatives réconfortantes. Je salue au premier rang Jean Blaise, qui est à Nantes le directeur de ce qu'on appelle le Voyage à Nantes, qui avec son équipe et avant bien d'autres a fait ce pari. Faire le pari d'une gastronomie de qualité, d'une nouvelle génération de chefs qui a fait de ces sujets une priorité. Se dire que oui, la transition écologique et sociale, elle peut être confiante, elle peut être joyeuse, elle peut être inspirante, elle doit nous permettre de partager sur ces sujets et de retrouver ainsi de la confiance. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, on le voit bien dans ce contexte de crise,
L'accès universel à l'alimentation est gravement affecté. C'est pour cette raison que nous avons retenu ici pour nos assises le double thème du changement climatique et de l'urgence sociale, considérant que ce sont les deux faces d'une même bataille. L'objectif ambitieux que nous pouvons nous fixer collectivement et qui est au cœur de la déclaration de Nantes, qui a été préparée par les organisateurs pour ces assises, c'est de pouvoir ensemble trouver les remèdes pour briser en quelque sorte ces cercles vicieux de phénomènes qui se renforcent de manière exponentielle. Changement climatique et pauvreté, malnutrition et gestion non durable des ressources, instabilité sociale et effondrement de la biodiversité, pollution des milieux et sécurité alimentaire. Nous savons, nous mesurons aujourd'hui que l'avenir de nos systèmes alimentaires se joue à l'échelle de l'Europe, à l'échelle de nos États. Et je dois bien avouer que j'y vois là quelques motifs d'inquiétude. Je veux saluer la mobilisation des acteurs de l'État à nos côtés sur le territoire. Mais à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, je veux vous dire quelques mots ce matin. La nouvelle politique agricole commune, qui entrera en vigueur en 2023, est, je crois, l'illustration, avec des compromis qui ne nous semblent pas, ne me semblent pas, à la hauteur des défis posés par le réchauffement climatique. Cette nouvelle PAC ne s'aligne même pas avec les ambitions du Green Deal qu'a adopté la Commission elle-même, avec trop peu de redistribution vers les petites et moyennes exploitations, en oubliant parfois les plus petits qui refusent les modèles intensifs, en ne rémunérant pas assez les agriculteurs dans leur fonction de préservation et de protection de la biodiversité. Alors oui, je le dis simplement et sincèrement ce matin, sur ces sujets, le gouvernement ne nous rassure pas toujours ou pas assez. Nous souhaiterions ainsi qu'il pousse les exigences environnementales faites à l'agriculture, qu'il accélère la sortie des pesticides, ou encore qu'il se mobilise plus fortement à nos côtés pour faire respecter les objectifs de la loi Egalim sur le bio, qu'il s'agisse des surfaces agricoles ou de la restauration collective. En tout cas, nous leur disons ce matin, nous sommes prêts pour être des partenaires, nous sommes prêts pour agir, loin de tout esprit de polémique, en responsabilité parce que chaque élu sur le territoire se mobilise avec ses partenaires en ce sens chaque jour. Les collectivités territoriales ne baisseront pas les bras, conscientes d'occuper une place singulière dans la gouvernance des systèmes alimentaires au plus proche du terrain, au plus proche des acteurs territoriaux dans leur diversité. Oui, nous avons cette capacité à soutenir l'invention, à soutenir l'innovation, à soutenir l'expérimentation. Mais mes amis, mesdames, messieurs, chers collègues, le temps n'est plus seulement à l'expérimentation. Si on veut vraiment changer de modèle, alors il faut aussi changer d'échelle. Si on veut vraiment changer de modèle, alors il faut aussi oser parler massification et accélération pleine et entière. Notre priorité, je l'ai dit, elle est évidemment la lutte contre la précarité alimentaire des citoyens les plus fragiles. Nous en appelons à ce que nous pourrions appeler une sécurité sociale alimentaire, garantissant l'accès de tous et de toutes à une alimentation suffisante et de qualité. Cette stratégie durable et inclusive, elle doit s'attacher aussi à mieux aider les agriculteurs, dont la situation de précarité économique peut devenir insupportable, parce que trop souvent, ils ne profitent pas de la valeur ajoutée que génère leur travail et leur production. Les plus modestes d'entre eux, et singulièrement les plus investis, par exemple, dans les démarches d'agroécologie et de valorisation locale de leurs produits, doivent être mieux soutenus, à la fois par les dispositifs nationaux et par les aides européennes. Nous revendiquons ainsi et nous affirmons que la protection et la reconquête du foncier agricole est un pilier de la souveraineté et de la résilience alimentaire. Nous appelons donc à une réforme de l'arsenal juridique actuel pour renforcer les outils réglementaires et notamment pour y renforcer le rôle des collectivités. C'est de cette manière qu'ainsi nous contribuerons à protéger nos terres et nos sols en remobilisant le foncier agricole aujourd'hui non exploité, en même temps que nous protégeons durablement la capacité des générations futures à en faire de même. Je parle ici évidemment des sujets aussi importants que complexes, du zéro artificialisation nette par exemple, de l'accompagnement à l'installation agricole, du soutien prioritaire aux porteurs de projets intégrant dans leurs pratiques la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Je veux partager avec vous une conviction. Il y a aujourd'hui dans notre pays une multiplication des fractures sociales, des fractures territoriales. Je crois pour ma part que c'est une des choses qui mine
le pacte républicain. Ici, dans l'Ouest, ici à Nantes, on sait, on a éprouvé le fait qu'on invente le monde de demain en coopérant. Ici, on sait qu'on peut travailler avec les acteurs économiques, avec les acteurs culturels, avec les acteurs agricoles dans leur diversité pour engager leur mutation, si le bon niveau d'ambition est aujourd'hui posé. Enfin, nous faisons la proposition de demander l'exception alimentaire dans les codes des marchés publics européens afin d'y intégrer les critères géographiques. Cette inflexion majeure, elle doit nous permettre de mieux stimuler les filières, les moins dépendantes aux énergies fossiles. Chacune et chacun ici le sait. Cette question, elle est née d'abord dans la restauration scolaire. Monsieur le préfet, nombre d'élus ici savent qu'on est au milieu du gué. On veut favoriser la production locale, mais la réglementation nous empêche d'aller aussi loin qu'on le voudrait. Il y a une part de réponse à l'échelle européenne, il y a une autre part de réponse à l'échelle nationale. Alors vous le voyez, nous ne partons pas d'une page blanche ce matin, loin s'en faut. Nous le faisons dans cet esprit de coopération et d'alliance entre les territoires. Alliance entre les territoires urbains et ruraux, parce que non, nos grandes métropoles n'ont pas vocation à devenir autosuffisantes d'un point de vue alimentaire. Nos grandes métropoles ont vocation à changer leur logiciel, à renouveler leur système de pensée, à mieux travailler en réciprocité avec les territoires urbains et périurbains qui les environnent. Il s'agit là aussi d'un autre enjeu, et je crois que toutes celles et tous ceux, et je veux chacune et chacun vous saluer chaleureusement, qui a par exemple travaillé sur les projets alimentaires de territoire, a bien vu comment on n'était pas dans des logiques linéaires aujourd'hui, mais vraiment dans des logiques circulaires. Les énergies humaines sont présentes pour avancer, les actions sont nombreuses. Bravo à toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, travaillent ces enjeux, qui sensibilisent à des modes d'alimentation en phase avec les enjeux de transition écologique et sociale. Je vous souhaite de riches journées de travail. Nous avons là, je crois, un programme tout à fait intéressant concocté par l'équipe d'organisation. J'en profite pour les remercier. Je l'ai dit en début de propos, nous sommes très nombreux ce matin. Je crois qu'après les périodes que nous avons traversées, Covid, événements repoussés, ça renforce le plaisir de se retrouver pour un travail de fond absolument passionnant avec des enjeux qui sont devant nous. Je vous souhaite quand même de garder plus que quelques minutes pour découvrir Nantes et sa singularité. Merci à tous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le cadre est posé. Quelques réclamations ont été faites. Monsieur le Préfet, c'est à vous. Madame la Présidente de Nantes Métropole, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, avec Monsieur Sanzéo, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire, et Monsieur Prodhomme, le délégué régional de l'ADEME et leurs équipes, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de cet événement de portée nationale sur des sujets majeurs, évidemment. Madame la Présidente, vous avez évoqué la politique agricole commune. Il faut le faire, effectivement, puisqu'elle a aujourd'hui 60 ans. Et après que l'Europe ait connu des décennies de pénurie alimentaire pendant la plus grande partie du XXe siècle, c'est grâce à cette politique agricole commune, créée donc il y a 60 ans, en 1962, que l'Europe a pu assurer son alimentation. Et la réussite de la politique agricole commune est également à l'origine de la baisse qui a été constatée de la part des dépenses consacrées à l'alimentation dans le budget des ménages, puisque cette part, elle était de l'ordre de 30% en 1960 et elle est descendue à 17% aujourd'hui selon l'INSEE. Pour autant, la société a pris conscience que la recherche du meilleur prix se faisait trop souvent au détriment de la qualité et que favoriser à l'excès les échanges mondiaux pouvait aussi conduire à fragiliser notre modèle alimentaire français, dont l'impact positif sur la santé et le bien-être sont largement connus. Les gouvernements successifs se sont engagés dans la mise en place d'une politique ambitieuse en matière d'alimentation qui vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables.
Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels pour son bien-être et sa santé. En effet, la nécessité de mieux rétribuer les producteurs ne doit pas masquer le fait que certains de nos concitoyens, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, accèdent difficilement à un panier alimentaire satisfaisant en quantité comme en qualité, et que nombre de ménages font actuellement leurs courses chaque semaine à l'euro près. Sujet évidemment renforcé avec la situation géostratégique et la guerre en Ukraine, ses conséquences sur les prix agricoles et sur les prix de l'énergie. Sur ce sujet de la précarité sociale et de l'urgence alimentaire, je tiens à souligner l'engagement de l'État. Vous le connaissez, différentes mesures sont déjà mises en place dans les territoires, par exemple dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Par exemple, la mise en place des petits déjeuners gratuits à l'école, ou encore la mise en place d'une tarification sociale des cantines, ou encore, depuis le Covid, ont été maintenus les repas pour les étudiants boursiers à 1 €. Il y a aussi la mise en place de tiers-lieux alimentaires afin de permettre aux familles vivant dans des hébergements précaires la confection de repas équilibrés. Un dialogue continu existe aussi en particulier depuis le Covid avec les associations d'aide alimentaire et la mise en place d'instances de coordination départementale. Et puis, pas plus tard que vendredi dernier, répondant à cette urgence sociale que vous évoquiez, la Première ministre a annoncé que le projet de loi de finances pour 2022 qui démarre son chemin parlementaire, allait être complété de manière à ce que d'ici la fin de l'année, le budget consacré à l'aide alimentaire aura été doublé, passant de 56 à 111 millions d'euros sur l'année 2022. L'ambition de garantir une alimentation abordable et de qualité pour tous passe aujourd'hui de façon incontournable, et vous en êtes ce matin l'illustration, par l'implication des collectivités territoriales. Le programme national pour l'alimentation a inscrit les projets alimentaires territoriaux, vous les évoquiez à l'instant, Madame la Présidente, comme l'un des outils de cette implication. Un PAT, c'est un exercice éminemment territorial qui part d'un diagnostic local pour lancer des actions locales engageant de nombreux acteurs. Un plan alimentaire territorial a l'ambition d'embrasser toutes les thématiques touchant à l'alimentation. Cela commence souvent autour des conditions de production et du lien entre les consommateurs et les producteurs, et puis très vite, d'autres sujets s'invitent. La production durable, la transformation et la distribution, la précarité alimentaire, l'éducation, la santé, la juste rémunération. Après l'accélération permise par les crédits ouverts par le plan de relance en septembre 2020, ce sont aujourd'hui 2/3 des Français qui sont couverts par un plan alimentaire territorial. Si je prends l'exemple de la région Pays de la Loire, le plan de relance nous a permis de faire bénéficier aux collectivités qui gèrent ces dispositifs de 6 millions d'euros. Et il y a aujourd'hui 30 PAT en région Pays de la Loire qui couvrent 77% de la population régionale. Et la plupart de ces projets sont portés par des groupements de collectivités et notamment des intercommunalités, confirmant leur rôle crucial pour traiter ces questions d'alimentation. Et ici, à Nantes Métropole, Madame la Présidente, vous-même, vous avez souhaité, dès 2016, répondant à un appel à projet national, mettre en place un PAT que l'État accompagne avec 71 objectifs dont vous mesurez régulièrement la mise en œuvre et l'avancement. Les projets alimentaires territoriaux sont ainsi, avec la dynamique favorisée par le plan de relance, à la croisée des chemins de la reterritorialisation de nos systèmes alimentaires durables et résilients, dans un contexte, depuis la crise Covid, de crise internationale. Travailler l'alimentation durable et locale, c'est aussi partir des ressources foncières, c'est questionner le bon état de la ressource en eau, de la biodiversité, en associant les professionnels agricoles avec la diversité des filières et des modes de production, mais aussi les autres acteurs de ces territoires, les collectivités, les associations, les entreprises de transformation. C'est imaginer de nouveaux systèmes alimentaires sur nos territoires. Pour assurer cette nouvelle souveraineté alimentaire, les questions du revenu des agriculteurs, du renouvellement des générations, de la formation, de l'innovation et des transitions sont évidemment centrales. La nouvelle politique agricole commune, dont le projet stratégique national français,
le PSN vient d'être validé par l'Union européenne, et c'est un des premiers à l'avoir été en Europe, oriente l'agriculture dans le sens d'une meilleure résilience, même si j'ai noté vos regrets que des pas supplémentaires n'aient pas été franchis dès cette nouvelle génération de la politique agricole commune. L'agroécologie, thème jumeau de l'alimentation dans les présentes assises, répond aux enjeux de triple performance économique, environnementale et sociale, en remettant pleinement l'agronomie et l'écologie au cœur des systèmes de production. Le plan stratégique national, récemment adopté donc par la France et par l'Union européenne, place la transition agroécologique, je cite, comme l'opportunité à saisir pour gagner en autonomie en réduisant les charges liées à l'alimentation animale, aux produits phytosanitaires, aux engrais et consommation d'énergie. Donc les choses sont dites. La formation et l'accompagnement à l'installation ou à la transition agroécologique constituent donc un axe de travail essentiel pour lever les verrous existants. Le programme de ces deuxièmes assises nationales pour l'agroécologie et l'alimentation durable annonce des échanges particulièrement riches sur l'ensemble de ces sujets, entre disciplines, entre acteurs de territoires différents, au croisement des problématiques d'agroécologie et d'alimentation locale. Donc je vous souhaite un excellent travail collectif en vous assurant que les services de l'État, j'ai cité la DRAF et l'ADEME, mais il y en a d'autres, sont à vos côtés pour vous accompagner dans cette transition attendue par nos concitoyens. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Préfet. Il y a 6 partenaires pour ces assises. Merci d'accueillir Delphine Bonamy, conseillère métropolitaine en charge de l'agriculture, de la transition alimentaire et des forêts urbaines à Nantes Métropole. Delphine Bonamy. Merci. C'est au choix. Vous restez debout, vous restez assise. Non, debout, c'est bien. Ouais. Bon, allez au pupitre. Alors devant vous, il y a de quoi faire une soupe. Enfin, je viens de remarquer, en fait. C'est à vous. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, Nantes Métropole est très heureuse de pouvoir succéder à Montpellier sur l'organisation de ces assises, reprendre le flambeau après 3 ans. Normalement, c'est tous les 2 ans, mais avec le Covid, voilà, on a dû laisser passer une année. Évidemment, tous vous remercier pour votre mobilisation, puisque comme l'a rappelé Johanna Roland, la présidente de la métropole, avec les 800 inscrits, on voit bien là la dynamique et l'engagement des collectivités et des acteurs en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, l'intérêt pour travailler sur les questions notamment de transition. Et puis, ça nous rappelle aussi cette dynamique, en fait, l'atout que les collectivités et les acteurs publics et privés aussi sont pour actionner la résilience de nos territoires et puis répondre aux défis climatiques et sociaux qu'on a esquissés dans l'introduction. Donc je ne serai pas trop longue, mais en tout cas, je voulais vous souhaiter de très bonnes assises à tous. Et puis rappeler aussi que cette manifestation, elle est aussi placée sous le signe de l'éco-responsabilité, voilà, pour essayer de mettre en lien nos paroles et nos actes. Cet événement est candidat à la labellisation éco-événement, qui est chapeauté par le réseau éco-événement des Pays de la Loire, et avec notamment autour de 34 engagements. Et ça pourra notamment se décliner et se voir au moment des repas, notamment puisque seront proposés des produits bio et locaux ou issus du commerce équitable, un effort sur la question de la vaisselle, avec de la vaisselle non jetable, également des actions autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la redistribution d'excédents alimentaires. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes assises. Merci. Court, concis, exhaustif, efficace, voilà le modèle à tenir et à suivre, mesdames, messieurs. Isabelle Touzard, vice-présidente déléguée à la transition écologique et solidaire, à la biodiversité, à l'énergie, à l'agroécologie, à l'alimentation. Non, à l'alimentaire, j'ai vu. C'est alimentation, vous êtes sûr, hein? Oui.
Bon, tant mieux. À Montpellier, Méditerranée Métropole, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, un grand plaisir d'être ici à Nantes, 3 ans donc en effet après les assises de Montpellier. Et donc au bout, je dirais, dans un processus de prise de conscience, comme on l'a déjà dit, voilà, qui s'installe vraiment dans nos collectivités, surtout depuis les années 2014-2015, je dirais, où de plus en plus de collectivités, de territoires voient comment ce lien entre agriculture, agroécologie, alimentation se forge, fait système et ne peut être dissocié dans nos politiques publiques. Et je dis politique publique parce que aussi au niveau de nos territoires, on va le voir, je pense, pendant ces 2 jours, on s'oriente de plus en plus d'une action et d'une démarche projet vers vraiment la construction de politiques publiques transversales dans le domaine. Je ne vais pas être trop longue parce que j'ai compris que c'est la règle du jeu, mais simplement dire que ça a été un plaisir de participer aux côtés des autres organisateurs, donc bien entendu de la métropole de Nantes, mais aussi de l'ADEME, du CNFPT, de la Chaire, UNESCO Alimentation du Monde, de Terres en Ville, etc., à l'organisation de ces 2 jours. Et je pense que le programme qui vous est proposé montre à quel point les territoires ont des leviers très importants pour faire face à ces 2 enjeux du changement climatique et de l'urgence sociale. L'urgence climatique parce que nous, territoires, communautés de communes, d'agglomérations, métropoles, départements, parcs, etc., nous sommes face au désarroi des agriculteurs d'année en année. Et on peut parler, je viens d'un territoire particulièrement vulnérable, un territoire méditerranéen comme celui de Montpellier. On est face au désarroi de nos concitoyens, face aux menaces qui pèsent sur nos ressources, aux risques croissants. On est aussi face à la baisse tendancielle des rendements de l'agriculture conventionnelle. Et tous ces événements, ajoutés aux pollutions contre lesquelles on combat en tant que collectivité, quand on a par exemple la compétence eau potable, nous montrent à quel point nos agrosystèmes dysfonctionnent et comment il est nécessaire pour nous d'arriver à reconstruire ces agrosystèmes, à retrouver des bons fonctionnements. Alors, on a des outils, on a des SCOT, on a des PLU. On se rend compte que la protection de ces zones agricoles naturelles, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut créer de nouveaux outils d'ingénierie, d'aménagement rural, pour arriver à revitaliser, à lutter contre tous ces démembrements qu'on a connus depuis des décennies, des démembrements des exploitations, la concentration foncière, due notamment à la spéculation aussi. Toute cette dévitalisation, il nous faut lutter contre, il faut redonner de la valeur à ces terrains. Comment faire? Ce sont ces défis d'une véritable agroécologie de territoire, et non plus simplement à la parcelle, qui sont devant nous, et nous, collectivités, nous devons y faire face. Et puis il y a cette urgence alimentaire. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour lire 5 lignes de la loi de 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, donc dans l'article 230, qui nous dit que la loi vise à assurer à la population l'accès dans des conditions économiquement acceptables par tous à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Eh bien, sur nos territoires, on a l'impression que nous en sommes loin et que le gouffre se creuse. Que la précarité alimentaire s'accroît, elle a doublé depuis 2010. Et donc, le chantier, je dirais, nous semble immense. On est dans les territoires, on prend les choses en main, on le fait avec tous nos partenaires, bien entendu. On l'a vu, malheureusement, le tableau risque de s'assombrir à partir de l'année prochaine avec la crise énergétique qui s'ajoute à la crise alimentaire. Mais on sait qu'on en a des nouveaux modèles de justice et de démocratie alimentaire à inventer et que les forces vives sur le territoire sont là pour travailler avec nous, pour avancer dans ce sens. Donc les territoires ont de nombreux leviers dans leurs mains, et c'est ce qu'on voit dans on va voir dans tous les ateliers et les conférences qu'on va avoir dans ces 2 jours. On a nos compétences, bien entendu. On est aussi exemplaire du fait qu'on est parfois propriétaire de terrain, qu'on remet en valeur, parce qu'on a le levier de la commande publique et bien d'autres. Et puis surtout, en tant que territoire, nous observons toutes ces innovations, la formidable force de proposition que portent les associations, les entreprises, l'économie sociale et solidaire. Nous les appuyons, nous les valorisons. C'est ce qu'on va voir pendant ces 2 jours. Et bien entendu, tout cela est mis en évidence dans le cadre de ces PAT, qui sont des politiques partenariales, territoriales et partenariales, je le répète. Et dernière chose, et je pense que c'est quelque chose aussi qui va ressortir, c'est la nécessité de cette approche systémique, transversale que l'on doit avoir
dans les territoires pour faire face à tous ces enjeux. Cette nécessité d'actionner les leviers de l'économie circulaire, de décloisonner les secteurs, de mobiliser les différents financeurs autour de projets mutualisés. Voilà, c'est ça aussi, je pense, que l'on parle d'agriculture ou d'alimentation, que l'on met en avant. Et enfin, important, et je termine là-dessus, l'alimentation, ce fil rouge qui nous permet de faire le lien entre territoires ruraux et territoires urbains, c'est aussi un vecteur de rebond pour les populations, notamment les plus vulnérables. Ça peut être un point de départ pour de nouveaux départs, comme je disais, c'est de l'inclusion. L'alimentation, c'est un bien commun qui nous unit tous, au-delà de, voilà, qui rassemble les cultures, qui rassemble les générations. Et donc, là, je vais prendre une citation de la Fondation Carasso, avec laquelle on travaille étroitement, qui dit que cette transition agroécologique et alimentaire, c'est une opportunité de réenchanter le champ politique. Donc, un formidable mouvement, à l'image de ces 2 journées qu'on va vivre ensemble, et j'en profite donc pour vous remercier vraiment tous. Et je vois, on était 500 à Montpellier, on est 800 maintenant, je suis persuadée qu'on sera encore plus prochainement. Merci à tous de vraiment vous allier à cette cause importante de l'alimentation durable et de l'agroécologie. Merci, Madame Touzard. Manger, c'est de la politique, c'est aussi l'aménagement du territoire. Laurent Duval, coprésident de Terre en Ville, association qui s'occupe de ménagement du territoire. Oh, oui, c'est à vous. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je vais commencer par excuser mon binôme François Beaupère qui est au titre de président de Chambre d'agriculture du Pays de la Loire et aussi coprésident de l'association Terres en Ville. Donc je vous remercie d'être venus si nombreux à cette 2e édition des Assises de la transition agroécologique et de l'alimentation durable. Avec plus de 800 inscrits, on peut d'ores et déjà affirmer que cet événement est et sera encore un rendez-vous incontournable en la matière. Terres en Ville, que je représente aujourd'hui en tant que coprésident au titre de ma vice-présidence à Lorient Agglomération, est un réseau d'acteurs des politiques agricoles et alimentaires rassemblant élus et techniciens du monde des collectivités d'une part et du monde agricole d'autre part. C'est ce qui fait un peu notre particularité. Depuis maintenant plus de 20 ans, au gré de l'élargissement du réseau, nous appuyons nos membres dans la co-construction de leur politique agricole et alimentaire, favorisons l'échange de pratiques, expérimentons dans les territoires et alimentons le débat national en portant la voix des territoires. En particulier, moi j'aimerais voir très rapidement s'ouvrir un débat sur la compétence alimentaire dans nos collectivités. Terres en Ville est co-organisateur de ces assises depuis la première édition en 2019. Très tôt, nous y avons vu la réponse à un besoin grandissant d'une très large gamme d'acteurs à échanger sur leurs pratiques, mais aussi à les mettre au débat, les questionner et apprendre des autres. Nous y voyons également le besoin d'associer alimentation et agroécologie comme un binôme fertile pour l'émergence de politiques territoriales innovantes. Cette année, les assises présentent un caractère particulier puisqu'elles vont donner naissance à la déclaration de Nantes, un test d'engagement et d'interpellation pour faire face aux enjeux climatiques et sociaux. Les événements climatiques récents auxquels nous avons été confrontés cet été soulignent malheureusement son actualité, mais aussi sa pertinence pour une reconnaissance du rôle des collectivités territoriales et de leurs partenaires pour faire face à ces enjeux. Le réseau Terres en Ville a fait le choix de co-porter cette déclaration aux côtés de Nantes Métropole et de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc je ne serai pas plus long, le programme de ces 2 journées est particulièrement dense et riche. Je vous souhaite donc à toutes et à tous d'excellents temps de travaux et d'échanges, et à bientôt. Parfait, merci Monsieur Duval. Sylvie Billard, directrice à la délégation régionale Pays de la Loire du CNFPT. Où êtes-vous? Vous êtes là. On vous écoute. Avec la même pression sur la durée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Avec les collègues de l'INSET de Nancy, de Montpellier, je représente le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, qui est partenaire de ces assises depuis la première édition.
Je sais que dans la salle, il n'y a pas que des représentants des collectivités territoriales. Donc je précise que le CNFPT, comme son nom ne l'indique pas, est l'organisme de formation, notamment des fonctionnaires territoriaux, et il accompagne aussi les collectivités. Donc à la fois sous le pilotage des instituts, des INSET, le CNFPT propose, adapte en continu une offre de formation qui garantit l'égalité, l'équité en réponse formation pour l'ensemble des agents territoriaux et les délégations régionales qui mettent en œuvre et qui, de par leur proximité, accompagnent les collectivités territoriales sur leurs projets spécifiques. Juste dire que dans son projet d'établissement pour les 5 ans à venir, le CNFPT a exprimé la volonté forte d'accompagner, enfin de prendre sa part dans les évolutions qui sont liées aux enjeux environnementaux, sociétaux, économiques, numériques, et dans le cadre de ces missions, d'accompagner les collectivités territoriales et les agents territoriaux en se portant porteurs de solutions concrètes pour la formation et l'évolution des compétences des agents. Alors cet événement y contribue en proposant aux participants une sélection de ressources formatives. Je note juste, comme le rappelaient les collègues de l'INSET, sera présenté un bouquet de ressources, enfin, vous pourrez le retrouver sur le stand du CNFPT, conçu dans le cadre d'un accord cadre entre le CNFPT, notre établissement, et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. En animant ces 2 jours des ateliers également, le CNFPT prend sa part pour accompagner ces évolutions en matière de transition agricole alimentaire. C'est aussi les e-communautés, je pense que les collectivités, enfin ceux qui sont dans la salle et qui sont les agents connaissent notamment la e-communauté alimentation et restauration collective. Donc n'hésitez pas à visiter aussi le stand du CNFPT pour échanger, partager des savoir-faire. C'est notre rôle aussi à la fois... Madame la présidente de Nantes Métropole l'évoquait, on a une ambition aussi de mieux construire nos réponses formation avec vous, collectivités et agents territoriaux. Donc je vous souhaite d'excellents échanges fructueux sur ces 2 jours. Merci Madame Biard. Damien Conaré, où êtes-vous? Secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation au pluriel du monde. Mon budget temps est déjà dépassé, je glisse ça comme ça dans la conversation. Très bien, c'est entendu. Merci, ravi de tous vous retrouver enfin en vrai après ces 2 années de gestation. Je représente donc la chaire UNESCO Alimentation du Monde qui est hébergée à l'Institut Agro Montpellier, école d'ingénieurs agronomes, où on se situe à l'interface sciences-société à travers des activités de formation, notamment un master spécialisé ouvert aux professionnels qui veulent retourner en études, un master qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens dans la salle, donc on va se retrouver pour boire un verre en ville. En termes de formation aussi, on est investi dans un MOOC avec Cap Rural et le CNFPT, et je vous annonce que la saison 2 de ce MOOC sur les systèmes alimentaires territorialisés va s'ouvrir à l'inscription en principe la semaine prochaine, si tout va bien, donc suivez l'actualité. Des activités aussi de recherche, en particulier sur les questions d'alimentation urbaine et plus récemment sur les solidarités alimentaires. Et puis beaucoup de diffusion des connaissances à travers conférences et publications. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet. Alors voilà, heureux effectivement de constater que cette dynamique incroyable prend, aussi très jeune, donc ça je pense c'est très heureux et important à souligner, et de se retrouver dans une ville personnellement qui est très chère à mon cœur, puisque à 2 pas d'ici, moi j'ai connu mes premières grandes émotions footballistiques au stade Marcel Sopin, qui est juste derrière, voilà, accompagné par mes oncles des maraîchers nantais, établis sur les bords de Sèvres du côté de Vertou. Donc j'ai été biberonné à ce fameux jeu à la nantaise qui repose sur au moins 2 piliers, le jeu à une touche de balle et le jeu sans ballon. Tous les grands amateurs de foot connaissent ça. Une touche de balle, ça veut dire qu'avant de recevoir le ballon, j'ai déjà pris l'information de savoir à qui je vais le donner, donc en une seule touche, je peux la donner. Et le jeu sans ballon, ça veut dire qu'autour du porteur, les joueurs doivent bouger, créer du mouvement pour proposer des solutions. Donc c'est un jeu évidemment éminemment politique, si on y réfléchit comme ça. Et vous voyez l'allégorie, c'est-à-dire que l'idée que les qualités individuelles sont mises au service du collectif, et que finalement le collectif va magnifier les qualités individuelles. Impossible de briller sans les autres, c'est le sens aussi de ce qui doit nous arriver aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas seul à travers nos comportements individuels
aussi vertueux soit-il, qu'on pourra faire face à l'urgence sociale et climatique, c'est bien ensemble, à travers l'action collective. Et donc c'est ce qui va se passer dans ces assises et la déclaration politique qui en sera issue, l'idée que les territoires, solidaires entre eux, puissent peser politiquement à des échelles qui les dépassent, nationales, européennes, et qui pourtant les impactent directement, si on pense par exemple à la politique agricole commune. Donc ce seront donc 2 journées où on va effectivement tenter de réenchanter le politique, puisque l'alimentation est éminemment politique, elle nous concerne tous, au moins tous les jours, et puis elle traverse et concerne, impacte un très grand nombre de domaines d'activité, de sorte que l'alimentation est véritablement un vecteur de transition, peut-être le vecteur de transition. La façon dont on mange et la façon dont on s'organise pour le faire, littéralement, va organiser la société dans laquelle on souhaite vivre, la société qu'on souhaite imaginer. Donc c'est ce qu'on va, et je vous invite à faire, notamment cette jeunesse triomphante, à libérer nos imaginations pour penser justement cette société de demain. Donc à tous, des bonnes assises. Merci Damien Conaré. Jean Blaise. Jean Blaise, vous êtes directeur de ce qui fait rayonner Nantes, même à Paris, Voyage à Nantes. Ah oui, même à Paris et ailleurs aussi qu'à Paris. J'espère bien. Ouais. Le jeu à la nantaise, en fait, s'appliquait effectivement au football. Mais moi, je suis lensois, donc Nantes, ça n'existe pas. Mais quand le football a décliné, il s'est appliqué à la culture. La culture, le jeu à la nantaise, c'était ça. C'était comment trouver des singularités dans tous les secteurs de la vie. Et quand on a créé le lieu unique il y a plus de 20 ans maintenant, c'était du théâtre, de la danse, du cinéma, de la littérature et de la gastronomie. Et aussi le culinaire. Parce que pour nous, déjà, le culinaire devait être culturel au beau sens, au sens large du mot. Et on continue à appliquer cette théorie. Hier, c'était le grand marché des Pays de la Loire, avec des petits producteurs, des artisans très singuliers, très très particuliers. Il y avait plus, je crois, 10 000 personnes sont passées toute la journée à ce grand marché. C'était la clôture du voyage à Nantes, de l'événement. Le 2 juillet, c'était l'ouverture avec les tables de Nantes. Là encore, une formule un petit peu singulière, puisqu'on invite tous les restaurateurs que nous avons choisis dans le guide des tables de Nantes, que vous pourrez trouver peut-être tout à l'heure à la sortie. Eh bien, ces tables de Nantes, c'est des restaurateurs qui vont sur le trottoir, qui sortent leur table sur le trottoir et qui proposent des petites assiettes à très bas prix. On fait tout pour que ça reste à très bas prix. Et vous le verrez ce soir à la cantine, si vous allez dîner là-bas. On a essayé de créer un lieu très populaire. On a essayé de faire en sorte qu'il soit beau et très, très accessible. Et à côté de la cantine, un potager qui, bien évidemment, ne nourrit pas la ville, mais qui est là pour montrer que ce travail-là, autour du culinaire, de l'alimentation durable, c'est du plaisir. Voilà. Merci de m'avoir invité. Merci, Monsieur Blaise. Quant à moi, je m'appelle Frédéric Denry, je suis journaliste et écrivain. Je travaille sur ces questions d'environnement totalement déprimantes depuis presque 30 ans. Et oui, je ne fais pas mon âge, c'est ce que vous êtes tous en train de penser. Je ressens ce que vous êtes en train de penser. En général, on me voit à la télé dès lors qu'il y a une inondation, une sécheresse, un incendie de forêt, la hausse du prix de l'énergie et tout va mal. Donc si je ne suis pas à la télé, c'est que tout va bien. Je suis devant vous, tout va bien. En principe, même si le tableau qui a été dressé tout à l'heure n'invite pas forcément à l'optimisme, mais on va voir durant ces 2 jours que les solutions sont déjà là, qu'il ne faut pas toujours compter sur l'Europe et la France. Voilà, dans les territoires, des solutions sont déjà en jeu. J'en suis le témoin. Ça fait une dizaine d'années que je vois les choses changer véritablement parce que c'est à l'échelle, manifestement, des collectivités, des entreprises, des associations que les choses sont en train de bouger. Il ne manque qu'une polymérisation, peut-être d'ordre politique, pour qu'elle gagne l'ensemble du territoire. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir Patrick Caron et Pauline Scherrer. Oui. Venez avec moi, Pauline. Patrick Caron, je vous laisse vous présenter parce qu'on est déjà très en retard. Donc si je commence à vous présenter, on perd 30 secondes. C'est à vous.
Vous allez nous dresser le cadre général, transition écologique, agroécologique et alimentaire, il y a urgence dans un cadre global. Bonjour tout le monde. Impressionnant, même si... Là, on ne voit pas en fait, on s'habitue. On ne vous voit pas. Surtout, il fait chaud, vous allez voir, hein, il fait très chaud là. Bonjour, donc je vais jouer à la nantaise, mais je ne suis pas de Nantes, je suis de Montpellier, je suis président d'Agropolis International, je suis vice-président Relations internationales de l'Université de Montpellier, je suis chercheur au CIRAD, et donc je travaille sur ces questions alimentaires depuis quelques années, donc plutôt vu du monde académique, mais en lien avec les enjeux de société. Voilà, pour me présenter très rapidement. Alors, je vais jouer à la nantaise, et le décor a quand même déjà été largement planté. Du coup, vous allez faire plus court, en fait. Voilà. Hein ? Voilà. Ouais, je vais faire court. Je vais faire court et sans ballon. Et du coup, je vais juste commencer par ça. Ça a été dit déjà ce matin, ça ne peut plus le faire, ça ne va pas le faire. Voilà, donc il faut changer, il y a urgence. On a parlé des crises climatiques, des crises et des conflits. Et immédiatement, quand on pense à ça, et à l'alimentation, on pense à la faim. Alors c'est vrai que si on rentre par la faim, c'est juste absolument insupportable. 800 millions de personnes, puisqu'il faut donner un chiffre, qui souffrent de sous-nutrition depuis 40-50 ans, alors qu'on a augmenté le disponible alimentaire au niveau mondial, hein, dont je vais plutôt parler à l'échelle mondiale pour commencer. On est passé en gros de 2350 à presque 3000 kilocalories par jour et par personne en 40-50 ans, et on a toujours ce chiffre de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. C'est insupportable alors qu'on augmente et alors qu'en plus de ça, on gaspille et on perd environ 30 à 40 à 50%, un petit peu partout. Voilà. Et du coup, ce chiffre de la précarité, il saute à la figure immédiatement. Mais ce n'est pas que ça. Ce serait encore bien trop simple. Ce n'est pas que ça, c'est aussi toutes les formes de malnutrition. Tout à l'heure, on a fait référence à la malbouffe, donc tout ce qui est alimentation peu chère, riche en sucre, sel et graisse. Et puis, on l'a dit aussi, c'est Johanna Roland qui l'a dit, 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. C'est le principal facteur, l'agriculture est le principal facteur d'érosion de la biodiversité, utilise 70% des ressources en eau. Et puis cette question de la vulnérabilité, non seulement en milieu urbain, on y a fait référence tout à l'heure avec le porte-monnaie qui ne permet pas d'accéder à l'alimentation, mais aussi en milieu rural. Et il est tout juste insupportable de savoir que ceux qui nous nourrissent, puisque je n'en suis pas, ceux qui nous nourrissent justement sont ceux qui souffrent le plus des problèmes de malnutrition. Et c'est partout dans le monde. C'est en France, mais c'est partout dans le monde. Donc voilà, donc ça ne peut plus le faire. Ça ne peut plus le faire aussi pour une autre raison qu'on a mis en évidence lors du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, c'est que le prix de l'alimentation, même s'il est trop élevé à la fin du mois de septembre, le prix de l'alimentation ne correspond qu'à environ 1/3 du coût de l'alimentation. Dès lors qu'on on compte toutes les externalités de santé, d'environnement, social. Et ce différentiel entre 1/3 et le total, il y a bien quelqu'un qui le paye. Et on ne peut pas laisser ça comme ça. Ce quelqu'un qui le paye, c'est nos impôts, c'est nous, c'est de manière équitable, c'est une invisibilité politique où ce sont les générations futures. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc oui, Damien l'a dit, l'alimentation est un sujet politique à traiter politiquement. Et c'est cela qui motive un petit peu ces assises. Alors, on a le mot transition, mais transition, on a entendu transition, transformation, réforme. On pourrait rajouter révolution, hein, parce qu'au XXe siècle, on parlait de la révolution verte dans certains pays. Les mots, ils comptent, ils transmettent tous cette idée et ce besoin de changement. Ils montrent tous un cap. Mais les trajectoires, elles ne sont pas nécessairement définies. Et justement, par ce mot transition, on appelle à définir pas à pas des transformations et à justement essayer de réfléchir un petit peu collectivement à ces chemins à construire ensemble. Sans ballon, toujours. Alors oui, le territoire, c'est un espace important. Il faut qu'on se rappelle le pourquoi du territoire, puisque le titre est dans le titre du colloque. Le territoire, l'importance du territoire, il vient déjà du rejet ou de la mise en débat d'un certain nombre de
de choses qui sont inacceptables. Les effets des échanges à longue distance qu'on ne veut pas accepter, les empreintes négatives et le sentiment de perte de contrôle de ce qu'est le devenir de notre projet collectif, ce qu'on appelle dans le jargon des économistes les défaillances de marché et d'État, et qui a conduit Ostrom, prix Nobel d'économie, à dire le commun, et donc pour moi ici le territoire, c'est bientôt aussi une forme de régulation au même titre que l'État et le marché. Et donc de ce besoin de repenser la souveraineté, de relocaliser, de regagner en termes de contrôle et de capacité à penser le contrôle de notre devenir. Tout cela, c'est devenu d'une certaine manière un peu le synonyme de durable. Également pour retisser les liens qui se dénouent entre l'agriculture et l'alimentation. Et donc ce territoire, il est important parce qu'il est l'espace de construction de la proximité. Il est l'expression du capital social qui permet, et là encore, jargon économiste, de baisser les coûts de transaction, de minimiser les risques, d'améliorer les processus d'apprentissage et de valoriser les savoirs traditionnels. Donc c'est pour tout ça qu'on aime bien le territoire. Dans un ouvrage collectif qu'on avait produit au niveau du CIRAD sur le territoire, le territoire, il permet de gérer des ressources communes, pensez à l'eau, il permet d'organiser des services à la production, pensez à la commercialisation, il permet de rendre des services, pensez au climat et à la lutte contre le changement climatique, il permet aussi d'être une ressource en tant que telle, pensez aux labels et aux produits de terroir, il permet enfin, et je vais y venir, de penser et de concevoir les politiques publiques. Et alors quand on y regarde de plus près dans les territoires, on a ce paradoxe de dire finalement il y a urgence et rien ne bouge, et ça foisonne de partout, ça fourmille, ça explose absolument partout. Alors tout ça a été quand même grandement accéléré, heureusement et malheureusement à cause des crises Covid, des conflits et du retour du mot souveraineté tout en haut de l'agenda alors qu'il avait été tabou pendant un moment. Mais les systèmes alimentaires, ils sont en mouvement absolument partout. Des pâtes, on en a parlé, de l'agroécologie, des circuits courts, l'agriculture urbaine, le bio, la restauration collective, les banques alimentaires, le digital, les ersatz alimentaires aussi. Voilà, ça bouge absolument partout. Et du coup, il est un peu bizarre de dire que rien ne change, puisqu'en fait tout est en train de changer sous nos yeux, et que ce qui était marginal, on l'a évoqué tout à l'heure il y a une dizaine d'années, apparaît aujourd'hui presque normal. Et tout ça, ça nous invite à deux choses. Un, de mettre toujours mieux en lumière ces innovations, ces expérimentations, et je pense que si la salle est aussi remplie, c'est aussi de ça dont on a envie, dont on a besoin. Et puis nous invite aussi à penser les politiques publiques à l'échelle territoriale pour connecter l'action individuelle, je mange, c'est un acte collectif, mais aussi l'action collective, je mange ensemble, c'est un acte social, et la dimension politique de l'alimentation. Et je pense que les métropoles de Nantes et Montpellier l'ont justement montré, ce foisonnement, et non seulement en organisant les assises, première et deuxième assises, mais aussi en mettant sous nos yeux un ensemble d'expérimentations absolument incroyables. Mais attention, et moi je voudrais vraiment insister là-dessus, le territoire ne fait pas tout. Le territoire ne fait pas tout, tout d'abord parce que le local n'est pas toujours synonyme de durable. Il y a plein de possibilités de le montrer. Tout d'abord, l'empreinte écologique va dépendre du mode de distribution, et une distribution de proximité peut s'accompagner, quand on va au porte-à-porte avec un véhicule, d'une empreinte incroyable. Quand on est dans un territoire et qu'une activité marche bien, justement parce que les moyens de régulation sont plus étroits, la concurrence est beaucoup plus sévère et beaucoup plus aiguë. Il peut y avoir contradiction entre ce qui se passe dans un territoire et le territoire voisin. Et une dynamique vertueuse dans un territoire peut tout à fait marginaliser le voisin. Ou alors entre ce qui se passe dans un territoire et l'effet sur un autre facteur à une échelle globale. Par exemple, on peut avoir une dynamique vertueuse sur un territoire et avoir une empreinte climatique catastrophique. Donc, le territoire,
n'est pas toujours synonyme de durable. Et dans un ouvrage avec Damien Nicolas Bricasse dit prendre distance avec le territoire. Ce qui ne veut pas dire du tout renier le territoire et la proximité, bien au contraire. Et vous avez compris que je l'ai placé au premier plan. Deuxièmement, le colibri n'est pas suffisant. Le colibri, il est bien, il est nécessaire, mais on n'arrivera pas, en multipliant à l'infini des expériences locales, à transformer le monde. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'éteint pas l'incendie, ce qu'on dit jamais. Il n'éteint pas l'incendie, il est utile, il est sympathique, mais il est nécessaire, il montre l'exemple, il entraîne, mais il y a besoin d'autre chose. Et c'est sur cela que je vais finir. Ensuite, il y a des facteurs de blocage à d'autres échelles. On a parlé de la politique foncière tout à l'heure. On peut parler des politiques monétaires également. Donc il y a d'autres lieux d'action qui sont absolument nécessaires pour, et c'est la formule, refaire le monde, dans tous les sens du mot. Comment refaire le monde à partir du territoire? Bon, donc comment naviguer entre cet immobilisme et ce fourmillement? Ce n'est pas toujours facile. Tout d'abord parce qu'il faut quand même, on le dit depuis tout à l'heure, changer de paradigme. Passer du produire plus au manger mieux. Et ça, ce n'est pas forcément facile après 40, 50 ans d'un paradigme qui a été largement dominant. Parce qu'il faut repenser la gouvernance, affirmer et respecter le droit à l'alimentation. Isabelle y faisait référence tout à l'heure. Parce qu'il nous faut le bien public comme boussole et les objectifs de développement durable comme cap. Parce qu'il nous faut des moyens d'arbitrer et de rendre cohérentes les politiques publiques entre différents niveaux de mise en œuvre. Parce qu'il y a de véritables barrières et obstacles à surmonter. Les sentiers de dépendance, le coût du risque, du changement, le risque du changement, les asymétries de pouvoir alors qu'on observe une concentration croissante dans certains secteurs industriels, les conflits d'intérêts. Voilà, tout cela nous amène à transcender les polarisations, par exemple celle du local ou du global. Non, il ne faut pas opposer le local et le global, il faut les construire ensemble. Par exemple, celle du rural et de l'urbain. Non, il ne faut pas d'un côté des bobos urbains et de l'autre côté des empoisonneurs ruraux. C'est tout juste insupportable. Parce qu'il nous faut réapprendre à manger ensemble et à dépasser ces polarisations. Je pense que les initiatives comme le pacte de Milan le montrent bien. Parce que, aussi, il faut choisir et mettre en œuvre et se mettre en mouvement ces politiques, et que cela n'est pas possible partout, à tous les niveaux en même temps. Donc il faut arriver, par opportunisme, là où c'est possible, quand c'est possible, si possible aussi en profitant des crises et des conséquences des crises, arriver à lier ces innovations, ces expérimentations, ces laboratoires tellement nombreux avec des changements structurels au niveau de l'ensemble de la planète. Il nous faut donc documenter, comprendre, parler, apprendre, contaminer. Et c'est donc pour cela que nous sommes ici, en conclusion, construire une véritable utopie, une transformation du monde pour réenchanter, cela a été dit, le territoire en liant les initiatives collectives et les politiques publiques, en construisant des laboratoires pour construire et réinventer le futur, inventer le futur, comme Johanna l'a dit tout à l'heure. Et pour cela, il nous faut des cadres, des outils, un cadre de méditation permettant d'expérimenter, permettant d'apprendre, mais aussi permettant de mettre en politique et d'articuler les moments de mise en tension, de conflictualité avec les moments de construction collective. Merci. Merci Patrick. J'avais juste une question avant de passer la parole à Pauline. Patrick, vous avez cité territoire 50 fois. C'est quoi un territoire? C'est quoi un territoire? Alors, un géographe commence toujours par dire en tant que géographe. Donc voilà, je parle du point de vue de la géographie, mais c'est plus pour dire que chaque discipline ou chaque acteur va le définir de manière différente. En général, on va le définir du point de vue de la géographie à partir de trois critères. Un espace plus ou moins continu, plus ou moins borné, ça peut être assez diffus. Deuxièmement, un sentiment d'identité de la part des gens qui le peuplent. Identité culturelle, paysagère, familiale, symbolique, religieuse, collective.
Et le troisième, c'est des instances de gouvernance politique qui permettent de construire ce futur commun. C'est quoi? C'est la notion de pays, presque, en termes réglementaires? Terroir? Non, pas terroir. D'accord. Terroir, au premier sens du terme, c'est plutôt une unité de ressources dites naturelles homogènes, donc le sol, la végétation, la topographie, etc. Et le terme de terroir a été, pour les puristes, abusément utilisé comme synonyme de territoire. Il rejoindrait dans certains cas celle de pays. Mais je voudrais juste finir en disant, attention, le territoire, il a été aussi inventé et utilisé pour faire la guerre. Bah oui. Et pour gérer les conflits. Donc ça non plus, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et il n'est pas toujours synonyme de porteur de bien-être et de sérénité. Oui, oui, on a vu ça à l'est de l'Europe. Voilà, une petite querelle de territoire, de voisinage. Pauline Scherrer, vous êtes sociologue intervenante, fondatrice et directrice de VRAC Montpellier. Oui. Donc là, c'est juste, ça me permet de dire que les règles déontologiques m'imposent de dire que je connais très bien VRAC, que je suis au conseil d'administration de VRAC Paris et qu'avec le fondateur de VRAC, j'ai fait un tour de France en 2020 de la précarité alimentaire qui aboutit à la rédaction avec Alexis Gély d'un livre « Ensemble pour mieux se nourrir » paru chez Actes Sud. Voilà, donc je suis juge et partie avec vous, Pauline, on vous écoute. Alors je ne suis pas tout à fait directrice de l'association. Oui. Je m'occupe justement de la partie recherche-action de la structure. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, moi je vais axer plutôt mon propos sur la manière dont on articule finalement cet enjeu de la transition alimentaire avec la question des inégalités sociales liées à l'alimentation qui a été bien décrite depuis ce matin et qui a fortement à voir finalement avec cette question politique et citoyenne autour de l'alimentation. Donc effectivement, je suis sociologue intervenante, ça veut dire que je pratique la recherche-action participative, qui est une posture de recherche un peu particulière qui vise finalement à mener des recherches avec les premiers concernés, avec les habitants, avec les différentes parties prenantes d'un sujet. Donc ici, en l'occurrence, des personnes qui vivent la précarité, des producteurs, des habitants, des collectivités, des institutions. Et en gros, ce qui est au cœur de cette démarche, c'est le partage des savoirs. Et c'est de postuler justement l'égalité des savoirs, non pas leur similarité, mais bien leur égalité, l'égalité des intelligences, pour à la fois produire des connaissances ensemble et transformer les pratiques. La recherche-action, c'est quelque chose qui a vraiment aussi à voir avec des processus de changement et de transformation sociale. J'ai conduit différents projets d'expérimentation. On travaille actuellement sur la caisse alimentaire commune à Montpellier, avec le collectif Territoire à vivre. Et puis, ça fait quelques années, 8 ans maintenant, je crois, que j'étudie voilà, ces questions de précarité alimentaire et finalement de nécessaire transformation des réponses qu'on apporte à cette problématique. Ça a à voir avec la santé, ça a à voir avec l'environnement, ça a aussi à voir avec la dignité et avec la citoyenneté. Je vais beaucoup axer mon intervention là-dessus. Puisque finalement, là où on atterrit, c'est finalement, oui, il faut qu'on change nos réponses à la précarité alimentaire, mais il faut surtout qu'on pense l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation durable, ce qui va de pair avec l'évolution du système, vers plus de système alimentaire, vers plus de durabilité. Et là encore, quand on dit durabilité, c'est quelque chose de large. C'est la nutrition, c'est la santé, c'est l'environnement, mais c'est aussi ces questions d'égalité d'accès, de reconnaissance culturelle, ces questions politiques, de gouvernance, qui décide de quoi finalement, qui a droit à quoi, et puis des questions économiques qui sont liées au travail, aux conditions de production, à la répartition aussi de la valeur qui est créée. On a parlé de la précarité des agriculteurs plusieurs fois, c'est un enjeu important de ces nouvelles formes de solidarité alimentaire, à la fois qu'on observe, qui sont émergentes, qui sont là depuis déjà un certain temps dans la société civile, et qu'on expérimente aussi à travers différents programmes. Donc tout ça, c'est un peu le parti, ça a été dit aussi, de l'action collective, et de ne pas renvoyer finalement cette question du changement à l'échelle individuelle, mais bien de dire problème collectif, solution collective. Encore, alors avec l'alimentation, c'est toujours ça, c'est jamais simple, il y a toujours plein d'éléments à prendre en compte. Quand on parle d'alimentation, on parle de se maintenir en vie, on parle de bonne santé, mais on parle aussi de plein d'autres choses, histoire familiale, culturelle, l'intime, le rapport au corps, les émotions, la sociabilité, le politique, voilà, ça touche à une multitude de dimensions qui font que l'alimentation, c'est un marqueur social très fort,
un marqueur social au sens inégalité sociale, mais aussi au sens appartenance à un groupe. Et ça, c'est très important quand on parle de changement, quand on parle de transformation. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Bon, le contexte, je crois que je ne vais pas trop m'attarder dessus. On a un taux de pauvreté qui progresse depuis 15 ans. On a donc une pauvreté monétaire, hein, économique, mais qui va de pair avec une forte précarité. Et quand on dit précarité, ce n'est pas uniquement un problème économique, c'est aussi un problème social. Les grands sociologues l'ont dit, hein, désaffiliation, disqualification, perte de sécurité. La précarité, c'est plus large que la pauvreté économique. Et on retrouve ça avec l'alimentation, où quand on parle de précarité alimentaire, on parle de quantité, effectivement, on parle aussi de qualité, et on parle de lien social. On parle de cette perte des liens aussi autour de l'alimentation. Donc on a un recours à l'aide alimentaire qui est absolument exponentiel. On était à 5,5 millions en 2018. Aujourd'hui, on parle de 9 millions. Alors les chiffres ne sont pas très stabilisés, on n'a pas des données extrêmement fiables, mais a priori, il y a une explosion du recours à cette aide alimentaire avec des crises successives, sanitaires, sociales, l'inflation, etc., qui vont exacerber cela. Parce que l'alimentation, c'est la variable d'ajustement, c'est ce qu'on va payer après les factures, après le loyer, on va voir ce qui reste et on va faire avec. Et vu qu'on est dans un contexte où finalement l'aide alimentaire, qui au départ était un dispositif, il faut se dire, hein, qui était vraiment destiné à l'urgence, à répondre à des situations d'urgence, est en train de devenir quelque chose de complètement structurel, une aide entre guillemets parmi les autres. On voit, voilà, les budgets augmentent, etc. Donc comment on gère l'urgence, l'ici et maintenant, le besoin en produits alimentaires, mais comment on n'oublie pas qu'on a une nécessaire transformation à mener et qu'on ne pourra pas se satisfaire de cette réponse-là dans le temps. Parce qu'il y a cette question sociale et parce qu'il y a cette question climatique et environnementale. Quand on dit transition alimentaire, nous, ce sur quoi on appuie, c'est une transition avec et pour tous, et toutes d'ailleurs. C'est-à-dire que le risque, finalement, c'est qu'on engage un changement, une transition, mais qu'on laisse la moitié des gens sur le bas-côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans les travaux qu'on peut mener. Sachant qu'on sait, ça a été dit aussi, hein, que les personnes plus vulnérables, plus modestes, sont particulièrement impactées en termes de santé, en termes d'environnement. Et n'oublions pas aussi que les inégalités alimentaires, elles sont politiques, c'est-à-dire c'est les invisibles, c'est les sans-voix, c'est les gens qu'on n'entend pas. Et c'est pour ça qu'on est vraiment sur cette idée de voir comment on active de la démocratie alimentaire avec tout le monde. Le concept de démocratie alimentaire, il a été initié dans les années 90 par Tim Lang en Angleterre, et justement pour désigner ce mouvement à l'œuvre dans la société, cette pression un peu démocratique pour que les habitants et les habitantes reprennent la main sur leur alimentation. Ça désigne finalement un mouvement citoyen qui s'incarne dans ce que vous connaissez tous et toutes, je pense, hein, des initiatives locales, de supermarchés coopératifs, de jardins partagés, de groupements d'achat citoyens, qui ont cette ambition finalement de réappropriation de cette question alimentaire, à la fois sur le côté production et sur le côté consommation. C'est un mouvement qui défie quelque part le système agro-industriel, hein, qui est perçu de plus en plus comme dangereux, comme opaque, non transparent, etc. Et qui vont revendiquer des choses comme ce lien entre production et consommation, la fameuse qualité de l'alimentation, avec tout ce que ça peut comporter de débats et de discussions. Qu'est-ce qu'est une alimentation de qualité pour les uns, pour les autres ? La question des modes de culture, évidemment, et puis cette ambition collective, les coopératives alimentaires, les associations. On est sur des formes d'organisation qui se veulent plus collectives, plus participatives, les gens s'impliquent, donnent de leur temps, et ça, c'est vraiment quelque chose qui guide aussi la réflexion sur les nouvelles solidarités. Ce qui a été observé quand même, c'est que ces initiatives autour de l'alimentation durable, elles concernent très peu, finalement, les classes sociales populaires, les milieux modestes. On est plutôt sur une difficulté finalement au départ, hein, d'articuler ces dynamiques citoyennes avec l'enjeu de la justice sociale. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître d'autres initiatives, donc plutôt tournées vers les solidarités alimentaires. Donc quand on met au pluriel, c'est pour penser à la fois solidarité par rapport aux personnes en situation de précarité et solidarité par rapport aux agriculteurs, aux producteurs. Donc
voilà, des initiatives qui émergent, donc des épiceries citoyennes et solidaires, des groupements d'achat citoyens et solidaires, des cuisines de quartier ouvertes à tous. On a parlé des tiers-lieux alimentaires tout à l'heure, notamment pour les personnes hébergées à l'hôtel qui ne disposent pas d'équipement pour cuisiner. Et ça nous montre bien que finalement, les freins d'accès à cette alimentation de qualité sont multiples, ils ne sont pas uniquement économiques. Ils sont géographiques aussi, spatiaux. Hein. On a, je pense, parlera pendant les 2 jours des déserts alimentaires, des paysages alimentaires qui sont très inégaux. Et puis la question de l'accès à l'information, de l'éducation, du rapport à la norme, de la dimension psychique, affective, le rapport aux injonctions, aux messages éducatifs. Voilà, si on veut parler d'accès de tous à une alimentation de qualité, il y a la question financière, mais pas que. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles on doit agir et travailler. Peut-être dire, il me reste combien de temps à peu près? En fait, il n'en reste plus, mais je vous en accorde quand même encore un petit peu. D'accord. Voilà, juste pour dire que, comme je disais tout à l'heure, réponse massive à la précarité alimentaire, dispositif d'aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est largement remis en question. Il ne s'agit pas du travail des bénévoles, bien sûr, dans les associations. Pourquoi il est remis en question? Il s'agit de dire, quid de la qualité de l'alimentation, quid de la diversité aussi, des questions de dignité des personnes, et puis de cette forte imbrication aujourd'hui du dispositif d'aide alimentaire avec le système agro-industriel, et qui finalement voit aussi, lui, ses limites, monopolisé, mondialisé, polluant, etc. Et est-ce qu'on peut encore accepter, au regard du droit à l'alimentation, qui a été énoncé tout à l'heure, que finalement, les personnes les plus précaires sont un peu la variable d'ajustement de ce système qui surproduit, avec du coup derrière des questions de dignité qui sont fondamentales et de choix. Ce que vous voulez dire par là, c'est que l'aide alimentaire, en fait, comment dirais-je, que ces personnes ne sont plus nourries que par des surplus, que parce que les autres ne veulent pas, c'est ça Alors pas uniquement, hein, il y a différentes sources d'approvisionnement de l'aide alimentaire, mais quand même ça a été construit là-dessus, cette question de l'urgence et des surplus. Aujourd'hui il y a aussi beaucoup d'achats, mais voilà, c'est des achats qui sont faits, c'est des appels d'offres qui sont passés auprès de la grande distribution, et la qualité n'est quand même pas vraiment au rendez-vous. Et après, au-delà de ça, si on replace ça dans tout ce qu'est l'alimentation pour les personnes, cette alimentation sous contrainte, elle pose une grande question, notamment à l'heure de cette nécessaire transition alimentaire. L'autre élément sur lequel je voulais m'arrêter, c'était il y a un mouvement citoyen qui est à l'œuvre. On le voit, on l'a vu, nous, dans le projet de recherche Solaci qu'on a mené avec la chaire. Il y a une citoyenneté alimentaire qui se développe. Il y a un engagement des habitants et des habitantes sur cette question de l'alimentation qui devient assez visible et qui fait que finalement cet enjeu de l'accès à une alimentation de qualité, ça devient un problème public avec cette mise à l'agenda politique. Donc c'est pas uniquement à travers les mouvements citoyens, on l'a vu tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose d'important et qui va s'incarner à la fois dans cet enjeu de redistribution, c'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un groupement d'achat citoyen et solidaire, il y a cet enjeu de redistribution matérielle, mais il y a aussi beaucoup de questions de reconnaissance et de dignité. Une alimentation de qualité, c'est plus digne. C'est reconnaître l'autre en tant que tel. C'est prendre en compte l'autre. Et ça a été très marquant dans l'enquête qu'on a pu faire dans le cadre de Solaci. Permettre l'accès à une alimentation de qualité, c'est une question de reconnaissance et de dignité face aux expériences de mépris et d'humiliation que vivent nombre de groupes sociaux aujourd'hui dans la société. Et donc, c'est là qu'on voit qu'à travers l'alimentation, il y a pas mal de choses finalement qui se travaillent au-delà de la santé, l'environnement, etc. Donc, une mise en mouvement de la société civile, une mise en mouvement des politiques, mais voilà, c'est pas assez. C'est pas assez. Cette vision, elle n'est pas encore suffisamment transformatrice. On est un peu sur des choses où on expérimente des nouvelles choses, mais en même temps, on reste sur nos systèmes habituels parce qu'effectivement, on a peur, parce qu'il y a plein de freins, c'est compliqué. Ça remet complètement le droit à l'alimentation. Il remet quelque part aussi en question le statut de l'alimentation comme une marchandise comme les autres. On a parlé de biens communs, on a parlé de communs. Je pense que c'est les pistes qu'on est en train d'ouvrir aujourd'hui. Il y a un projet qui est sur la table, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, ça a été dit en introduction. L'idée, c'est de dire, face à toutes ces difficultés, face à tous ces enjeux qui sont extrêmement complexes, qui demandent d'avoir cette approche systémique,
On voit bien que l'alimentation, c'est un droit humain fondamental et que c'est quelque chose qui doit être protégé. On doit sécuriser, sanctuariser le budget alimentaire dans les foyers, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer jusque-là. Donc il y a une proposition, c'est celle de la sécurité sociale de l'alimentation. Je ne vais pas la développer énormément parce qu'il y a un atelier spécifique là-dessus avec l'association Omaki cet après-midi. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que l'accès à l'alimentation doit être pensé de manière universelle, doit être une protection sociale et doit passer par la démocratie alimentaire. C'est-à-dire que j'ai été interrogée ce matin par un journaliste qui disait « bah oui, mais finalement, comment on amène les gens à changer d'alimentation, etc. » Si on ne travaille pas les choses, il va falloir qu'on discute en fait, il va falloir qu'on discute partout et tout le temps. Il va falloir que ce sujet de l'alimentation, il soit mis sur la table un petit peu partout, dans les quartiers, dans les villages. Il va falloir qu'on échange finalement sur nos perceptions, sur nos peurs, sur nos envies. Donc cette question d'en faire un vrai sujet démocratique, et c'est là-dessus que s'appuie la sécurité sociale de l'alimentation, avec des gestions de caisses locales, des gestions collectives, il apparaît comme quand même quelque chose de vraiment, vraiment fondamental. Quand on a travaillé sur la modélisation de tiers-lieux alimentaires, on a travaillé principalement là-dessus, c'est-à-dire cette capacité à faire communauté, à regrouper des habitants dans des espaces de citoyenneté pour échanger sur ces enjeux de qualité de l'alimentation, de changement, de transition. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est... Voilà, c'est un peu là-dessus que je voulais axer mon... Là, je me dépêche, du coup, j'ai fini. Ouais. Mais j'ai pas tout à fait fini. Bref, je vais citer... Vous finirez dans les questions. Je vais faire une citation pour finir. C'est bien, si elle est bien, hein. C'est qui? Donc c'est Giovanni Allegretti, donc c'est pas la reine Elisabeth, chercheur de Coimbra, au Portugal, qui dit « Une dynamique démocratique qui ne serait pas vectrice de nouveaux droits mérite-t-elle vraiment son nom ?» C'est beau. C'est pas mal. Merci beaucoup. Bon, je vous accorde quand même 10 minutes de questions. Hein. Vous boirez un peu moins de café. De toute façon, moi, j'en ai pas bu de la matinée, donc je ne vois pas pourquoi vous en boiriez. Dans notre Tour de France, Madame Touzard, on a visité la Cagette à Montpellier, voilà, qui travaille sur ces questions-là. Manger, c'est compliqué en France, hein, comme dans tous les pays latins. On est ce que l'on mange, on mange ce que l'on est. C'est un vecteur de dignité, d'image de soi-même, un vecteur social. C'est très freudien manger, hein, parce que finalement, qu'est-ce que l'on mange? On mange ce qu'on a envie de manger, mais selon les héritages culturels et familiaux, selon ce que les messages que la société nous renvoie ou la communauté à laquelle on pense appartenir, l'influence de la pub, du marketing. Juste un exemple chez moi, dans le Nord, à Caudry, bassin industriel dévasté, 40% de gens sous le seuil de pauvreté, 32% de chômeurs. La barquette de frites format familial, 880 grammes, c'est un copain d'école qui la sert, fait 4,50 €. Et les familles démunies les mangent sur une journée, sur 2 repas. Donc allez promouvoir les légumes derrière, d'autant plus qu'il n'y a plus de marchands de légumes, vu que le centre-ville est devenu le centre Leclerc. Voilà, j'ai réussi à glisser ma petite critique sur Leclerc, il faut toujours que je la fasse. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de centre Leclerc à Nantes, hein, on est d'accord. Hein. Mesdames, Messieurs, y a-t-il des questions, des remarques, des récriminations, des revendications? Je vais vous faire tout le petit Robert. Il y a une main qui s'est levée, un bras qui s'est levé au milieu de la salle. Bonjour, je vous demanderai juste de vous présenter, si vous le voulez bien. Bonjour, Laurence Lopez, adjointe santé et alimentation à la commune de Thoiry-sur-Loire, donc dans la région, très proche d'ici, à 7 minutes en train. Moi, j'ai quelques questions parce qu'on parle beaucoup de l'alimentation. On a parlé notamment de la part de l'alimentation dans le budget des ménages, qui aujourd'hui est de 7%. Mais on a omis, à mon sens, une donnée aussi importante, c'est que la part du logement a augmenté de façon considérable depuis 1990, puisqu'elle est aujourd'hui de l'ordre de à peu près 25%, toujours selon les études de l'INSEE qui ont été citées tout à l'heure. Et elles ont pris 6,2 points depuis les années 1990. Donc il y a déjà la question du logement, d'une part, et d'autre part, entre les producteurs et les consommateurs, je pense qu'on a oublié pas mal de personnes, mais je crois que vous avez un peu complété le tableau en citant Leclerc. Moi, je parle des intermédiaires et de la grande distribution. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs achètent
dans la grande distribution par manque de choix, parce que quand vous n'avez pas toujours tout disponible à la Biocoop, au marché, à la Map du Coin, pas toujours le temps, parce que ce sont aussi sur des créneaux un peu plus particuliers que ces commerces sont disponibles. Que fait la grande distribution pour l'alimentation en ce moment, et même que fait le monde agricole, puisque moi j'ai assisté aux assises agriculture, alimentation et santé en décembre 2021 ici même, et il a été détenu des propos qui, moi, m'ont un peu interpellée. Par exemple, M. Olivier Rollinger a dit « Dès qu'on parle d'écologie, on tombe dans le dogmatisme. Il ne faut pas que tout le monde fasse du bio. » Voilà, on a encore aujourd'hui des positions de la part de certaines personnes qui ont... Olivier Rollinger, le restaurateur. Oui. Celui qui fait du beurre à 50 € le kilo. Voilà. Oui. Donc on a aujourd'hui des personnes qui sont influentes et qui ne jouent pas le jeu. Donc si nous, territoires, on joue le jeu, si même au niveau français, au niveau politique, on joue le jeu, il reste que côté économique, il y a aussi une très grande action à faire. Et que fait-on pour que côté logement, côté grande distribution, il y ait aussi une action? Merci d'avoir soulevé ces points, Patrick Caron. Effectivement, on peut faire tout ce que l'on veut, avec un marché de l'immobilier qui est en roue libre. Vous disiez 25%, en banlieue parisienne, on est quasiment à 35%, c'est 10% en moyenne en Allemagne, le budget logement. Donc effectivement, est-ce qu'on peut parler alimentation sans aborder la question du logement? Et est-ce qu'on parlait de bien commun, est-ce qu'il faudra un moment ou un autre les bloquer, les prix de l'immobilier, pour permettre simplement aux gens de manger correctement et de se chauffer? Alors, le budget du logement, je ne suis pas vraiment un spécialiste, donc je n'interviendrai pas là-dessus, mais budget, rappelons-nous quand même, et ce n'est pas du tout pour minimiser cette augmentation récente, rappelons-nous quand même qu'à part cette augmentation récente, la part de l'alimentation dans le budget des familles n'a jamais été aussi faible au regard de l'histoire longue, je parle. Et que d'une certaine manière, globalement, nous n'avons jamais aussi bien mangé dans l'histoire de l'humanité. Pour aussi peu cher. Aussi peu cher, avec tout disponible à tout moment. Il faut quand même au moins nous rappeler ça. Par contre, ce qui est insupportable, c'est le fait que dans des situations de précarité, ces hausses-là atteignent les plus vulnérables. Et c'est ce que Pauline a très, très bien démontré et décrié. C'est ça qui est insupportable. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on ne payait qu'un tiers du coût de l'alimentation. Il faut aussi qu'on se rappelle de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout d'un coup tripler le coût de l'alimentation, le prix de l'alimentation à l'étal. Mais voilà, juste sur cette question-là, ce qui est en jeu, ce n'est pas uniquement le niveau de prix par rapport à d'autres dépenses du ménage, c'est aussi le fait de regarder ce que cela embarque et pourquoi cela importe au niveau de la pauvreté, des injustices et de la précarité. Et du coup, si on veut transformer les choses, puisque derrière votre intervention, il y a bien ce souhait-là, au-delà du fait d'invectiver tel ou tel acteur ou d'opposer tels ou tels acteurs, ce dont on a besoin, c'est véritablement d'un cadre politique qui permet de réguler cela, qui permet de transformer cela, qui permet d'imposer des règles par rapport à des enjeux qui sont ceux du développement durable et de la production de biens publics. Donc oui, je vous rejoins, mais pas uniquement sous l'angle de l'imposition à des acteurs qui ne joueraient pas le jeu, mais sous la forme de la construction collective d'un cadre politique qui nous permet de faire travailler ensemble les différents acteurs, y compris la grande distribution. Alors la grande distribution, Pauline Scherrer, les GMS, 4 centrales d'achat face à 740 000 agriculteurs en France qui se plaignent souvent à juste titre de ne pas pouvoir former leur propre prix. Quel est leur rapport, quelle est leur place dans le système alimentaire quelle est leur place dans le système alimentaire aujourd'hui? Comment vous les voyez, vous? Les GMS? Ouais. Ils ont une place absolument centrale. Ça, d'accord. Mais dans le système alimentaire, dans la réforme du système alimentaire que vous portez, est-ce qu'ils ont leur place et comment? Et est-ce qu'il y a des enseignes qui jouent un jeu différent des autres? Franchement, je ne sais pas du tout répondre à cette question. Je pense qu'on est vraiment sur... Nous, tout le travail qu'on a fait, c'était comment on permet aux gens, à un moment donné,
d'avoir un regard critique finalement sur la manière dont sont organisées les choses. Parce qu'on parle bien de ça, on parle bien de l'organisation sociale et politique de l'alimentation avec des choix à faire, avec des cadres à poser. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, entre guillemets, la loi du plus fort et la loi du marché. Donc après, si l'enjeu, c'est d'avoir des systèmes alimentaires qui soient plus durables, quand on voit que le système alimentaire actuel, donc industriel, il est polluant, etc., mais il y a aussi toute cette question économique des monopoles et finalement de prise de décision qui sont complètement concentrées dans quelques mains. À partir du moment où on dit l'alimentation, c'est un sujet démocratique et qu'on crée les espaces pour que cette démocratie alimentaire puisse s'activer, s'exercer, et là on est vraiment dans des espaces du quotidien, dans des choses simples qui prennent du temps. Donc il va falloir gérer ce temps du débat et ce temps et ces urgences qu'on a aujourd'hui. A priori, l'hégémonie des grandes et moyennes surfaces va tendre à se réduire. Vous y croyez à ça? Vous y croyez vraiment? C'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de processus, quoi. C'est-à-dire comment on va avancer ensemble et comment on va permettre aux gens à un moment donné de se dire finalement le modèle dominant alimentaire qu'on nous propose, c'est peut-être pas le seul et l'unique. Il y a peut-être d'autres manières de faire. J'ai envie de me réapproprier les choses. Je suis plus conscient de tel et tel enjeu. Bon voilà, j'ai pas plus de réponses par contre. D'accord. Alors, il y avait eu un changement, un mouvement pendant le confinement. Les gens sont allés vers les commerces locaux pour soutenir les commerces locaux. On a cru que c'était déjà le monde d'après. Et en fait, pas du tout. On est retombé comme avant, d'après l'étude d'Una Chifolo de l'INRAE. La loi Egalim, Patrick Caron, si vous avez peut-être de mots à dire, elle a été utile, efficace? Je travaille plutôt à l'échelle internationale. Je ne suis pas du tout en train d'évacuer la question, mais je dirais des choses bêtes et stupides. Mais non, je suis sûr que non. Donc je ne vais pas me permettre de dire ça. Par contre, moi je rejoins dans cette discussion-là. Ce qui est important, c'est véritablement de construire des environnements alimentaires qui nous permettent d'opérer ces droits-là. Par environnement alimentaire, j'entends tous les facteurs qui conditionnent les choix des consommateurs et qui empêchent, qui tournent le dos au fait qu'il faudrait responsabiliser, Pauline l'a dit tout à l'heure, responsabiliser les individus et les consommateurs par rapport à une offre marchande. Non, l'alimentation est bien un acte social qui mérite des politiques publiques, poser des cadres de régulation comme Pauline y a invité. Et cette question de l'environnement alimentaire, c'est-à-dire la publicité, l'aménagement du territoire, les taxes, les subventions, les formes de redistribution, tout ce qui mérite une action collective définie d'un point de vue politique, est bien la priorité à opérer. Après, est-ce que j'y crois ou j'y crois pas? Moi, je ne sais pas. Il faut y croire. Je le veux. Je ne sais pas. Ça va dépendre. Vous le de voulez, nous. très bien. Moi, je le veux. Et ça va dépendre de nous, ça va dépendre de ce qui peut se jouer ici, dans des enceintes comme celle-là, et de la capacité à construire politiquement ces réponses-là. Ça, j'en suis convaincu. Madame, je précise que M. Rollinger sera avec nous demain. Je ne sais plus à quel débat, mais en tout cas, il sera là. Donc, vous pourrez donc éventuellement... Mais je voulais juste ajouter une chose, c'est que oui. en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une convergence. C'est-à-dire, il y a le travail sur le droit, le travail juridique, qui effectivement est très important sur le droit à l'alimentation. Il y a le fait de dire il faut nécessairement que ce soit un processus démocratique, sinon ça ne marche pas, entre guillemets. Et en même temps, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas la multiplication des initiatives locales qui va non plus faire que les choses se jouent. Donc c'est tous les changements structurels, institutionnels, et c'est voilà, en attrapant les choses par différents ports d'entrée, je dirais qu'on peut imaginer ce changement systémique et ces changements de pratiques, du coup, qui vont avec. Y a-t-il une autre question, mesdames, messieurs? Oui. Un autre bras s'est levé, là, toujours au milieu de la salle. Même punition, merci de vous présenter. Bonjour. Bonjour, Marianne Basselet, je suis animatrice du réseau agricole des îles Atlantiques. J'aurais voulu demander à Madame Scherer si vous pouviez développer un petit peu ce dont vous nous avez parlé au sujet d'une expérimentation concernant une caisse alimentaire locale. Juste avoir en quelques mots. Ouais. La caisse alimentaire commune. Oui, commune. Alors. Commun, bien commun, tout ça. C'est la petite référence. Donc en gros, c'est porté par un collectif sur la métropole de Montpellier, collectif composé d'organisations de la société civile et de la ville et de la métropole. Donc autant des organisations paysannes que de solidarité, que d'éducation populaire, organismes de recherche, etc. On a créé un grand ensemble.
Et en gros, ce qu'on va tester donc là, à partir du mois prochain, c'est la mise en place d'un comité citoyen de l'alimentation. Donc en gros, une cinquantaine d'habitants et d'habitantes qui vont se réunir régulièrement et qui vont avoir en gestion un budget, donc le budget de cette fameuse caisse alimentaire, et qui vont devoir en définir les usages et le fonctionnement. En gros, très concrètement, ça va être pendant un an entre 300 et 400 habitants avec des conditions de vie différentes qui vont pouvoir dépenser 100 € par mois dans un circuit alimentaire conventionné par ce fameux comité citoyen en fonction de critères qu'ils auront élaborés, critères de qualité, donc soit vers des produits, soit vers des lieux de distribution, et qui vont définir aussi qui cotise comment à cette fameuse caisse, puisque l'idée c'est de cotiser en fonction de ses moyens. Donc en gros, voilà, c'est un peu une expérimentation liée à l'idée de sécurité sociale de l'alimentation, sans en être une incarnation parfaite non plus. Et en gros, c'est expérimenter cette démocratie alimentaire un peu en acte sur un territoire et voir si, à la lumière de cette expérimentation, on peut imaginer modéliser un dispositif un peu plus pérenne qui, du coup, a à la fois cette dimension démocratique et collective, qui à la fois laisse du choix aux personnes et qui en même temps dit on a une responsabilité collective à inventer un système alimentaire territorial qui soit plus vertueux pour x, y raison. Voilà, allez, une petite dernière. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça marche ? Oui. Bonjour, Donald Lecomte, je travaille à la DRAF Occitanie. Et je me posais une question, vous avez parlé, Monsieur Caron, du fait que dans nos sociétés développées, la nourriture est disponible en variété, en quantité importante et à tout moment, du moins tant que toute la chaîne logistique de la fourche à la fourchette va fonctionner. Et cette chaîne logistique, elle est assurée par des ouvriers saisonniers ou à l'année qui vont aller ramasser les fraises, les abricots et autres choses dans les champs, par des personnels qui vont travailler dans les abattoirs, par des chauffeurs de poids lourds, par des personnels de restauration et de services dans les établissements de restauration collective, dans les cuisines centrales, dans les restaurants, des serveurs, etc. Et tout cela, ce sont des salariés, finalement. Toute cette chaîne logistique, on va dire, de l'alimentation. Comment est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'on a des problèmes de recrutement, des problèmes de vieillissement des personnels, etc., etc. Même l'immigration, ça devient compliqué pour certains secteurs. Donc comment vous voyez quelles seraient des solutions, ou en tout cas des pistes de réflexion, pour rebooster, redynamiser cette chaîne logistique ? Patrick. Bon, déjà, en revenant un tout petit peu en arrière par rapport à votre question, ce prix faible et cette disponibilité, elle a un coût immense. C'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure avec le différentiel de prix entre le prix et le coût de l'alimentation. Dans le coût de l'alimentation, quand on compte de 1 à 3, et ce n'est pas très très facile à comptabiliser parce que ce sont des données éparses, ce sont des premiers efforts de comptabilité qui ont été réalisés il n'y a pas longtemps, il y a 1 an. Ce différentiel de prix, il tient compte aussi de cette précarité. Il essaye de tenir compte de cette précarité sociale. Et vous voyez en quoi c'est vraiment pas facile à mesurer ça et à en tenir compte. Il tient compte des externalités environnementales, le climat, la biodiversité, la pollution, la dégradation des terres. Il tient compte des environnements, des externalités sanitaires, donc non seulement les questions liées à la sous-nutrition, mais également les questions liées à ce qu'on a appelé très rapidement la malbouffe tout à l'heure, et donc les questions de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancers qui sont liés à l'alimentation, et il tient compte des effets sociaux néfastes de l'organisation de l'alimentation et des circuits et des systèmes alimentaires. Donc effectivement, j'ai insisté aussi là-dessus tout à l'heure, il n'est pas normal et il n'est pas acceptable que ceux qui produisent l'alimentation, quand je dis ceux qui produisent l'alimentation, j'ai fait référence un petit peu rapidement tout à l'heure aux exploitants agricoles, mais ce sont tous les acteurs qui travaillent dans des conditions précaires au sein des chaînes d'approvisionnement et de distribution, et en particulier salariés. Et par rapport à cela, et surtout par rapport au constat d'une concentration croissante dans le secteur agro-industriel, les seules réponses à trouver, elles sont, encore une fois, mais je vais me répéter, on l'a dit avec Pauline tout à l'heure, elles sont politiques. C'est dans le droit du travail,
c'est dans les réglementations, c'est dans les organisations au niveau, c'est dans le droit du travail, pas uniquement au niveau national, mais au niveau européen et communautaire pour qu'ils puissent avoir une chance de se mettre en place ici. C'est dans des réponses politiques au niveau international, puisque vous avez fait référence aux migrations et au processus migratoire. C'est donc dans cette construction politique extrêmement complexe qui fait qu'un système alimentaire durable, et là, l'expression elle est fausse, c'est pas le système alimentaire qui doit être durable, c'est la contribution au développement durable du système alimentaire. Donc la contribution des systèmes alimentaires au développement durable, elle se construira politiquement par l'articulation d'actions, en particulier politiques et réglementaires, y compris le droit du travail à différents niveaux. Quand je dis politique et réglementaire, je pense aussi, c'est pas uniquement le droit du travail, mais aux subventions, aux aides, à l'ensemble des politiques et qui concernent différents secteurs. On n'a pas de ministère de l'alimentation dans la plupart des pays du monde, et donc cela appelle à une convergence des politiques mises en place par les différents ministères. Mais ça, ce que je viens de dire là, ça vaut au niveau international avec des agences des Nations Unies qui sont entre Genève, Rome et New York pour traiter de l'alimentation, entre les ministères au niveau national ou de la même manière au niveau des collectivités territoriales. Comment on rend cohérent ces choses-là par rapport à des questions qui sont celles que vous avez posées. Après, les réponses élémentaires à cela, elles sont à apporter, mais à apporter en mettant en cohérence ces réponses élémentaires avec l'ensemble des considérations sur l'ensemble des facteurs environnementaux, sanitaires et sociaux. Ceux qui réclament une transversalité des politiques et de la décision, mais ça c'est une vieille lune en France, hein, c'est compliqué, on travaille tous en silo sur cette question-là, comme sur les questions d'environnement, énergie d'un côté, biodiversité de l'autre, etc., etc. Mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Demain, par exemple, j'anime à Angers la première année du réseau France Rénov'. France Rénov', hein, c'est les anciens espaces info-énergie qui ont été repris par l'ANA. Le gouvernement a décidé que la rénovation énergétique des bâtiments et la lutte contre l'insalubrité devaient faire partie de la même politique globale et du même domaine. Ça faisait 20 ans qu'on l'attendait, ça fait 1 an qu'on l'a, c'est pas si mal. Ça avance un peu cette transversalité, ça a été parfois mal vécu, mais en tout cas ça avance. Mon oreillette qui s'appelle Dominique me dit de vous dire, il reste des places pour le dîner des chefs et des producteurs ce soir à la cantine du Voyage à Nantes. Les inscriptions sont en ligne sur le site des Assises. J'ai bien tout dit. Voilà, c'est la pause. Merci d'être de retour. Je coupe mon retard en deux à 11h15, mesdames, messieurs, pour la table ronde. Bon café.